Alors, bonjour Monsieur Mbaye, Bonjour Monsieur Diego. le Premier ministre. Je suis venu parce que je voulais vraiment avoir votre point de vue sur beaucoup de questions, notamment sur le Sénégal et sur l'Afrique. Et d'abord, ma première question est la suivante. Pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle sénégalaise, vous qui avez été un ancien PM du Sénégal sous le magistère de Macky Sall? Bon, alors, je ne sais pas si être ancien PM, cela donne de l'expérience et des connaissances supplémentaires sur le fonctionnement d'une administration, d'un État, sur la politique de son pays, ou si c'est un handicap qu'on doit porter à vie. Ce que je peux dire à cet égard, c'est que la relation ne se fait pas nécessairement parce que lorsque j'ai cessé d'être PM, je n'ai pas tout de suite envisagé d'entrer en politique. Je ne connaissais pas la politique, j'avais une expérience plutôt de banquier. Et quand j'ai cessé mes fonctions de Premier ministre, je me suis d'abord engagé en créant un club de réflexion pour me mettre au service de Macky Sall, d'ailleurs, en particulier, en tout cas, comme premier interlocuteur de ce club, puisque c'est à lui qu'on remettait nos productions, et 15 jours après seulement, on les destinait à l'ensemble de ce qu'on considérait comme susceptible d'influencer la politique économique, sociale, financière du Sénégal. Alors pourquoi aujourd'hui candidat? Parce que simplement, je dois quand même reconnaître que j'avais soutenu le candidat Macky Sall sur la base de son programme. Un programme qui était bâti autour de quelques idées fortes comme la patrie avant le parti. Donc j'étais convaincu que la politique était responsable de l'absence de croissance du Sénégal, de beaucoup de maux dont le Sénégal souffrait. Il appelait à la reddition des comptes. C'était quand même des mesures fortes allant dans le sens de la lutte contre la corruption. Il appelait à une Assemblée nationale qui serait chambre des citoyens. La démocratie représentative doit quand même se soucier de ce type de logique, de démarche. Et en 2016, quand même, j'ai constaté que tout ce qui m'avait attiré vers le candidat et qui avait sans doute conduit à ma nomination comme Premier ministre, tout cela avait été oublié. Comme je considérais que c'était bon pour le Sénégal, je me suis mis à me battre pour que de tels principes soient quand même appliqués dans mon pays. Et la politique, pour moi, c'est d'abord appeler, ouvrir, éveiller les consciences vers les nécessités à mettre en œuvre pour le bien de mon pays. Comme c'est un programme que je conçois, pourquoi pas moi pour l'implémenter. Merci beaucoup pour votre réponse qui est très très claire. Et je m'en vais sur la deuxième question. L'immense majorité de nos concitoyens sont faiblement scolarisés. En outre, la qualité de l'éducation nationale est désastreuse. Comment faut-il faire pour sortir ce pays de cette situation? Et que comptez-vous faire une fois élu? Bon, écoutez, il y a trois acteurs et peut-être sans doute un quatrième. Mais le quatrième, je le place de côté de l'administration du secteur public de l'État. Ce sont les enseignants. Mais il y a donc l'État et son administration pour la scolarisation, pour l'éducation. Il y a les parents d'élèves et il y a les enfants à scolariser et à bien scolariser. Je crois d'abord, j'ai été Premier ministre, donc j'ai été pris par l'immédiat. Et l'immédiat, c'était quoi à l'époque? C'était, et ça reste peut-être un peu toujours l'objectif principal, c'est-à-dire le guidon sur lequel on a le nez, c'est assurer le respect des cantons scolaires à cause des grèves, soit par les étudiants et les apprenants, soit par les enseignants. Je pense que nous avons d'abord un problème fondamental de contenu pour notre éducation. Il faut un contenu qui crée l'intérêt des apprenants, qui crée l'intérêt des parents et qui amène l'État à concevoir la mise en œuvre de sa politique.
d'éducation et de formation. Et ce contenu, il doit essentiellement préparer à un métier. Parce que vous avez une désaffection de la part des enfants, de la part des parents, qui vient du fait qu'ils ont le sentiment que la formation ne sert à rien. Ils vous disent, mais mon enfant a fait l'université, il est au chômage depuis 5 ans, 6 ans. Donc, à quoi ça sert de vouloir entrer dans ce circuit pour ensuite se trouver dans une impasse? Donc, le contenu doit préparer à un métier plutôt qu'à une connaissance générale qui n'a plus de métier en face pour l'occuper. Donc le contenu vers une formation plutôt professionnalisante. Une formation également qui doit créer de l'intérêt pour soi-même en culture générale. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons un contenu qui crée de la dignité et de la fierté chez l'apprenant. Tout comme on est fier de pouvoir réciter le Coran quand on est à l'école coranique, on doit être fier de pouvoir faire étalage de certaines connaissances. Et c'est pourquoi, à cette conférence, on s'est retrouvés il y a peu, j'ai appelé à l'introduction du rôle du noir africain, il faut dire des choses comme ça, dans la construction de la civilisation mondiale par le biais de l'Égypte antique. Donc il faut que l'enseignement de Cheikh Anta Diop prenne une place primordiale, y compris les rôles qu'ont eu à jouer nos héros nationaux, etc., etc. Il faut aussi de la place à la morale, à la citoyenneté, c'est-à-dire tout ça c'est de l'utilité parfois personnelle, parce qu'elle est constitutive d'une personnalité, mais ça pose également le problème de la révision des contenus. Et je crois qu'à ce moment-là, ça emporte l'adhésion et de l'apprenant et du parent. Et ça améliore, ça accroît le taux de scolarisation et ça fait baisser le taux d'analphabétisme et de déscolarisation. À charge maintenant pour l'État de mener cette politique en conformité avec la révision des contenus. Je crois que dans notre pays, de gros efforts sont faits pour donner aux enseignants les moyens de conduire leur étude. Ils font partie des fonctionnaires les plus gâtés. Mais on a quand même un problème de moyens pour diffuser l'enseignement. Il faut mettre les élèves dans de bonnes conditions, cette histoire de classe insuffisante, insuffisance comblée par ce qu'on appelle les abris provisoires, ça il faut y mettre fin. Il faut un minimum d'outils pédagogiques, il faut qu'on réfléchisse à cela, notamment en matière d'ouvrages à mettre à leur disposition. Il faut aussi revenir à un contrôle des enseignants et à des formations supplémentaires régulières des enseignants pour améliorer la qualité de cet enseignement. Merci beaucoup pour cette réponse. Je m'en vais aller directement à la troisième question qui concerne cette fois-ci le volet de la santé. Alors, la question est la suivante. Quelles solutions proposez-vous pour faciliter davantage l'accès aux soins des malades atteints d'une insuffisance rénale? En effet, le programme qui est dédié au système de dialyse gratuit n'est pas toujours accessible à toutes les populations démunies. Comment comptez-vous relever le plateau médical sénégalais? C'est vrai qu'en 2012, il y a un effort qui avait été fait en direction des malades de dialyse. Mais il faut quand même savoir que ce n'est pas la dialyse qui tue le maximum de Sénégalais. Je crois qu'il faut avoir une démarche consistant à améliorer la santé globale des Sénégalais, à réduire ce que je qualifierais moi de mort évitable. Et cela passe d'abord par de la prévention. Le Sénégal a, il faut le dire, depuis longtemps une tradition de vaccination des enfants, etc. Il faut l'améliorer parce qu'on est en train de prendre un peu de distance par rapport à tous les efforts qui avaient été faits. Il n'y a pas de plateau médical suffisant, en nombre suffisant. Et à cet égard, ça demande également de l'investissement, mais de l'investissement bien étudié. Je dis cela parce que malheureusement,
il y a des marchés qui, je le dis aussi crûment, hein, qui peuvent faire l'objet de corruption, qui coûtent plus cher qu'ils ne devraient l'être. Il faut vraiment un programme de développement d'unité sanitaire presque sous la forme préfabriquée, préconçue, avec une programmation définie, permettant de privilégier par exemple les zones les plus habitées, réduire les parcours, privilégier les maternités pour la naissance des enfants, etc. etc. Et une fois que les structures existent, évidemment, reste la question du personnel soignant. Là, très sincèrement, je pense qu'il va être très difficile de résorber rapidement le déficit en médecins, par exemple, mais on a des opportunités formidables qui sont en train de naître avec le système, avec l'intelligence artificielle. Et il faut la mettre à profit. Même quand il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est vrai que bon, on a l'habitude d'aller de se faire palper par un médecin, etc. Mais moi, j'étais hier avec une personne qui m'a dit « je me sens pas bien, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous ». Nous sommes en France pourtant. Un rendez-vous avec un médecin, il n'est pas disponible, mais il m'a donné un rendez-vous par vidéo. Et ça aussi, c'est une possibilité. J'ai dit, tiens, c'est une possibilité. Donc, on peut être à Dakar, soigner quelqu'un qui se trouve à Ourossogui. Pourquoi pas? Pour Ourossogui, il y a un hôpital, d'accord, mais dans une autre ville. Et au niveau des spécialités également, il y a un gros effort à faire. Et que l'on prenne soin également de trouver des solutions à la fuite de notre personnel médical. Parce qu'on parle de fuite des cerveaux, mais l'Occident manque de médecins et de personnel soignant parce qu'il s'en est rendu compte lors de la Covid-19. C'est un gros défi que l'Afrique doit relever. Il faut favoriser la filière, il faut orienter vers la filière, il faut améliorer les conditions des médecins et du personnel soignant. Il faut de la solidarité interafricaine et même aller dans le reste du tiers-monde ou des pays développés. Je vois par exemple les Cubains qui sont disponibles parce qu'ils ont formé au-delà de leurs besoins et faire venir également dans des séjours courts ou longs du personnel médical étranger. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Et on va cette fois-ci aborder le problème de souveraineté parce que vous savez très bien quand lorsque vous ne contrôlez pas votre économie, lorsque vous avez une mauvaise politique budgétaire, lorsque vous n'avez pas votre monnaie et que vous ne la contrôlez pas, ça veut dire vous perdez votre temps, jamais de la vie vous allez vous développer. Donc il y a la franc CFA aujourd'hui qui pose beaucoup de problèmes. En Afrique, en tout cas, il y a beaucoup de points de vue qui divergent sur cette monnaie-là. Et moi, j'aimerais avoir votre idée par rapport à ça. Et la question est la suivante. Faut-il quitter le franc CFA ou bien faut-il tout simplement faire quitter la France ou encore faut-il tout simplement lui ôter le droit de garantir la convertibilité? Par ailleurs, pourquoi vous ne posez pas le vrai débat sur ce système de répression monétaire dans les économies avancées? Le ratio crédit sur PIB est élevé. Bon, il y a plusieurs questions abordées dans cette question. Bon, d'abord, les souverainetés, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a une fixation sur le franc CFA, mais il y en a plusieurs tout aussi importantes. Et on va citer la souveraineté sécuritaire, on va citer la souveraineté sanitaire, on va citer la souveraineté alimentaire, qui sont quand même des souverainetés, même la souveraineté industrielle. Donc autant de souverainetés qui doivent aujourd'hui compléter ce qu'on a gagné comme seule et unique souveraineté en général dans les années 60, c'est la souveraineté politique. Et qu'en a-t-on fait? On a remplacé les colons par des potentats africains la plupart du temps, et au point d'ailleurs que les populations réclament parfois le retour du coton. Donc, autant dire que le chemin fait n'a pas été significatif. Mais puisque vous te concentres sur la souveraineté française et femme, moi je dirais ceci. Il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons une monnaie qui est aujourd'hui gérée par des Africains, qui est une monnaie qui bénéficie à des Africains, utilisée par des Africains,
Et il faut de temps en temps, dans ce débat sur le franc CFA, interroger les opérateurs économiques qui sont les principaux utilisateurs de cette monnaie. Elle s'est construite dans le temps, elle a permis des acquis certains, elle a une nature panafricaine. Je parle du franc CFA, Afrique de l'Ouest, puisqu'il y en a un autre. Elle a fait des efforts de souveraineté, parce que moi j'ai travaillé à la Banque centrale à l'époque où le siège était à Paris. Déménager, c'était symboliquement fort. Quand je suis arrivé, on venait juste de mettre fin à une gestion par la France du franc CFA, et on a eu un gouverneur africain qui a beaucoup fait, le gouverneur Fadiga, paix à son âme. Donc, on a recruté beaucoup de cadres africains, et aujourd'hui, il n'y a que des cadres africains pour faire marcher cette monnaie. Le lien avec la France est resté. Aujourd'hui, il est inutile. En 2019, Macron a fait une partie du chemin. C'est pas suffisant. La France doit sortir totalement du franc CFA. Et ça n'empêche pas, par contre, un débat sur certains principes forts qui guident le fonctionnement du franc CFA, qui reste une bonne monnaie à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, ne serait-ce que dans le sens où d'abord elle est prisée par les opérateurs de tous les pays, appartenant à la zone CFA ou pas, c'est important de le souligner, mais c'est une monnaie également qui est dans un dispositif où il n'y a pas de surinflation, sauf peut-être ces dernières années, même elle est restée raisonnable. Or, il faut se souvenir que l'inflation, c'est une source d'appauvrissement des populations. Donc, quelles sont les zones d'amélioration? Il faut sortir la France du franc CFA. Ça ne sert à rien d'avoir un garant qui ne donne pas de garantie, qui dit simplement je suis garant au cas où vous en aurez besoin. Non. Et encore, même à ce moment-là, ils interviennent. Non. Si aujourd'hui, nous disons, nous, au niveau de la Banque centrale, je parle même aux techniciens, à mes collègues de la Banque centrale, si nous disons nous avons besoin d'un garant, ça veut dire que nous sommes incapables de gérer notre monnaie, que nous sommes incompétents. C'est un aveu qu'il faut refuser. Gérer le franc CFA, c'est le mettre au service du développement de nos pays. Et dans ce processus, personnellement, je pense qu'il y a des réformes à engager. Cette fixité par rapport à l'euro, je crois qu'il faut la remettre en question, parce que l'euro, c'est l'euro, c'est une monnaie pour l'Europe. Je ne vois pas pourquoi. Quand l'Europe va bien, on doit monter avec. Quand l'Europe va mal, on doit descendre avec. Non, il nous faut une monnaie déterminée selon nos propres paramètres, et ça vient de la nécessité de fixer un référentiel, déterminer un référentiel en rapport avec nos flux financiers et économiques, en plusieurs monnaies. C'est-à-dire qu'on prend un panier et puis on a un taux de référence calculé par rapport à ce panier, et il varie en fonction de ce panier, en fonction des exigences économiques et financières de notre zone. Je pense également qu'il faut que l'on réfléchisse bien, que l'on n'oublie jamais qu'une monnaie, c'est un instrument au service d'un développement, et dans notre cas, au service d'une intégration économique, puisqu'on est en union économique et monétaire. Et pour ce faire, il faut que la monnaie soit également au service d'un développement industriel et d'une intégration entre les différents États. Si le taux d'intérêt est trop élevé pour financer l'investissement, il faut que l'on mette en place des mécanismes qui permettent de financer l'investissement à un niveau moyen. Mais la question de la souveraineté vis-à-vis de la France est importante. Elle a un aspect psychologique fort. La jeunesse la réclame. Que ça passe par là, le changement de dénomination, il faut le faire parce que c'est une exigence. Il faut le faire parce que c'est une promesse du président de l'UMOA en décembre 2019. Il faut que nos chefs d'État respectent leurs promesses.
parce que Macron a respecté ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il a sorti la France des organes de direction et de gestion du franc CFA. Bon, ils ont mis à la place cette fameuse cette garantie réduite. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, il faut aller un peu plus loin. Merci beaucoup pour cette réponse. Là, bon, on va revenir un peu sur le problème sécuritaire, parce que tout à l'heure on parlait justement de cette notion de souveraineté qui n'est pas uniquement liée disons, à une bonne gestion de l'économie. Il y a aussi la sécurité. Est-ce que vous pensez que le Sénégal est à l'abri du djihadisme qui ronge le Sahel ou pas? Bon, écoutez, je pense que oui, je suis peut-être optimiste, mais il ne faut pas créer un chaos politique au Sénégal, parce qu'à ce moment-là, il peut y avoir infiltration de ces fameuses forces occultes qui sont évoquées par les dirigeants du Sénégal aujourd'hui. Le meilleur rempart contre le djihadisme au Sénégal, ce n'est d'ailleurs pas la gestion militaire, sécuritaire, etc. Elle a son rôle. Je crois que le meilleur rempart au Sénégal, c'est le soufisme. C'est l'existence des confréries soufistes. Et elles n'admettront pas les populations qui adhèrent à ces tariqas n'admettent pas le djihadisme. Mais il ne faut pas créer un chaos politique qui serait propice à des infiltrations possibles. C'est le bon conseil que j'ai à donner. D'ailleurs, quand je vois le ministre dire oui, il paraît que pour lui, il y a des forces occultes. Non, ces forces occultes ne sont pas la cause du chaos. Mais le chaos peut être une situation profitable aux djihadistes. Donc, que le Sénégal reste un pays de stabilité et de paix, et ça passe par des solutions politiques. Il faut renforcer la démocratie sénégalaise, il faut rattraper le recul démocratique qui a été l'œuvre de Macky Sall. Il faut arrêter les injustices dans lesquelles il s'est engagé, notamment en termes de persécution des leaders de l'opposition. Merci beaucoup pour cette réponse. Et là, on va parler un peu de, disons, voilà, sur l'UEMOA, parce que c'est important. Quelles sont les réformes à faire au sein de l'UEMOA et plus généralement de la CEDEAO pour que cette organisation soit celle du peuple et non une association de chefs d'État qui s'entraînent, qui s'épaulent? Écoutez, moi, je regrette toujours un peu de constater l'existence de cette solidarité à laquelle vous faites allusion et qui les met en danger eux-mêmes. Parce que il faut savoir à son ami dire la vérité, prévenir de ce qui peut arriver, rappeler ce que l'histoire a démontré. Et il ne faut pas aller très loin quand on rappelle l'histoire en Afrique, notamment pour ce qui concerne les troisièmes mandats. Je trouve qu'il n'y a pas assez de réalisme dans leur solidarité qui est destructrice pour l'ensemble de la zone, et il n'y a pas non plus assez de leçons tirées lorsqu'on constate qu'il y a chute de dominants. Regardez l'exemple de l'UEMOA. Vous avez quand même le Mali, vous avez l'exemple du Burkina Faso. Autour de nous, dans une zone CEDEAO, vous avez l'exemple de la Guinée. Mais il faut qu'ils tirent des leçons de tout cela et qu'ils acceptent, que la démocratie, on ne peut pas la faire reculer. Ça, c'est la première des choses. Moi, j'ai échangé avec un diplomate étranger important, et quand j'ai été un peu pessimiste sur l'avenir du Sénégal en termes de stabilité, ce qui m'a répondu, c'est « mais c'est mieux que dans tel pays », je ne vais pas citer le pays. J'ai dit « mais non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Les acquis démocratiques se gagnent par le temps, par le combat. Il ne faut pas considérer
que le recul démocratique, la démocratie est facilement réversible. C'est à ce moment-là que la situation de déstabilisation se crée. Donc soyez attentifs à ça et constatez dans les différents pays, notamment dans le Sénégal, tout ce qui peut correspondre à du recul démocratique et refusez-le. C'est vrai qu'on doit au combat citoyen des avancées, on doit également, parfois il faut le dire, à l'intelligence des présidents des avancées. C'est le cas du Sénégal par exemple avec le code consensuel de 1992, mais que les présidents ne s'amusent pas à faire reculer la démocratie. Et souvent pourquoi? Pour rester le plus longtemps, bénéficier davantage, mettre en place un système de prébende, constater l'appauvrissement de leur population. Non. Donc, qu'ils sortent de cette logique syndicale, on s'épaule, on se tient tant qu'on est là, etc. Et parce qu'après, ils ne voient pas venir le danger, et le danger peut